Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de vous être déplacés. Merci de participer à cette journée qui a un succès qu'on n'avait pas tout à fait escompté. Ça prouve que le sujet est non pas micro, mais macro et qu'il intéresse beaucoup de monde, ce qui nous ravit évidemment. Je suis Thierry Guissinger, responsable du programme environnement. Je vais faire un tout petit mot d'introduction. La journée va être chargée et on ne va pas perdre beaucoup de temps en remerciements, mais je veux quand même remercier AgroParisTech et notamment François Léger, tous ses étudiants, pour le partenariat qu'on a établi pour cette journée et qui nous permet aujourd'hui d'aborder un sujet qui fait de plus en plus parler de lui et qui sort des questions agricoles, les questions agricoles de l'entre-soi et dans lesquelles elles sont restées cantonnées vraiment très longtemps. Les formes de production de biens agricoles se diversifient, les consommateurs qui sont aussi des citoyens s'y intéressent, la société civile dans son ensemble s'investit pour ne plus subir ou pour ne plus être passive en ce qui la concerne directement. Cette journée, Microferme Macro-Effet, fait suite aux rencontres de l'agroforesterie tempérée qui se sont tenues à Avignon en septembre dernier et à Marcillac en 2015 et qui sont des prolongements du programme environnement de la Fondation de France. L'idée de ces journées à Marcillac, Avignon comme ici, c'est de proposer un espace d'échange, d'ouvrir largement le débat sur des questions qui sont encore trop souvent traitées de manière différenciée par les différents protagonistes, que ce soit des chercheurs, des professionnels, des consommateurs ou même des gestionnaires de territoire. D'une manière générale, la Fondation de France, d'une manière générale, et quel que soit le thème ou le public soutenu, encourage les initiatives qui mettent les citoyens au cœur de leurs projets, parce qu'une société vivante, dynamique et plurielle est une société qui s'intéresse d'abord au bien-être des hommes et des femmes qui la composent. Il est en effet essentiel pour la Fondation de France que chacun, à sa mesure et pour les sujets qui le concernent, puisse être acteur de son territoire. Les projets que nous soutenons sont posés sur ce socle commun. Bien évidemment, le programme environnement dont j'ai la charge n'échappe pas à cette règle et toutes les actions que nous finançons doivent être portées par les citoyens. La Fondation de France, qui est le premier bailleur privé français de l'environnement, applique ces principes dans ses deux grands axes de financement. D'une part, les initiatives citoyennes en faveur de la transition écologique, qui permettent à chacun d'agir concrètement à son niveau et sur son territoire pour la transition écologique. Et d'autre part, les projets de recherche scientifique, que ce soit pour la protection du littoral ou pour le développement de l'agriculture, de l'agroécologie, comme on va en discuter aujourd'hui. L'implication des citoyens dans la production de savoir, en partenariat avec des chercheurs, se réalise aujourd'hui à travers une grande diversité de pratiques. Certaines existent depuis longtemps, comme le programme Viginature, par exemple, soutenu par le Muséum d'histoire naturelle. D'autres sont plus récentes, comme la recherche participative, mais elles bénéficient déjà d'un début de reconnaissance institutionnelle. La recherche participative, telle que nous la favorisons, permet l'implication directe des professionnels, mais également d'autres acteurs de la société civile. Pour nous, elle se caractérise par une collaboration entre les chercheurs académiques et utilisateurs des résultats de la recherche aux différents stades du projet de recherche. De la co-construction de la problématique en amont jusqu'à la diffusion des résultats en aval, en passant par la définition des protocoles de recherche, le recueil des données et leur analyse. C'est notre objectif, c'est vraiment la manière dont on souhaite voir se développer ces recherches. Les finalités d'une telle collaboration sont par construction de nouveaux savoirs, de faire avancer la recherche scientifique par la valorisation des résultats originaux et de répondre à des problématiques rencontrées par les acteurs non chercheurs impliqués et qui peuvent correspondre à des questionnements techniques sans réponse encore précise. La recherche participative constitue un moyen de faire évoluer en profondeur le rapport science-société, car elle met en exergue la légitimité des savoirs détenus par ce que certains appellent le tiers secteur scientifique, mais également les enjeux de la responsabilité et la responsabilité des chercheurs. Ce n'est pas la manière de faire de la recherche, c'est une autre manière de faire la recherche qui peut venir en complémentarité de ce qui existe déjà. Alors, au-delà du sujet qui nous rassemble aujourd'hui, et que je laisse le soin à François Léger et Kevin Morel de présenter plus amplement, la manière et les méthodes dont ces projets sont mis en œuvre, dont les recherches sont conduites, nous importent à la Fondation de France, car notre conviction est qu'elles sont les garantes de leur utilité pour les citoyens et pour la société dans son ensemble. Cette journée a pour ambition de permettre les échanges entre tous les acteurs. Elle n'a pas pour objet de mettre en avant tel ou tel exemple sur un sujet,
sur un sujet qui n'est plus anecdotique aujourd'hui, mais vraiment de discuter plus largement de ces questions et de ces projets de micro-fermes. L'un des grands intérêts de ces expériences est justement qu'elles sont toutes singulières et adaptées aux projets personnels comme aux territoires dans lesquels elles se développent, tout en ayant des fondamentaux communs qui ont à voir avec les biens communs. Ce sera aussi un des sujets de discussion. J'espère que cette journée vous apportera ce que vous êtes venus chercher et que, même si le format n'est certes pas idéal en grande assemblée, je vous engage à être les citoyens actifs des débats pour qu'ensemble nous donnions tout l'écho que méritent ces nouvelles formes de production que sont les micro-fermes. Voilà, je vais laisser la parole à Pierre-Yves Guilleneuf, qui est un membre de l'association Géser et qui va animer l'ensemble de cette journée. Merci à lui. À toi, Pierre-Yves. Merci Thierry. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, comme nous allons avoir, comme vous le savez, vous l'avez vu sur le programme, nous allons avoir dans cette première partie de la matinée plusieurs interventions qui vont nous permettre de brosser un petit peu le contexte et la problématique de la journée. Donc, je vais demander à François Léger d'intervenir en premier. François Léger, donc enseignant-chercheur ici à AgroParisTech, et ensuite à Kevin Morel de nous présenter le résultat de ses travaux de recherche. Ensuite, nous aurons des étudiants d'AgroParisTech qui viendront présenter également des travaux qu'ils ont réalisés sur ce sujet. Voilà. C'est juste pour la forme, mais enfin, vous éteignez vos portables ou vous les mettez en mode silencieux. Voilà. Hein? Merci. Et puis on va pouvoir y aller. François, je te laisse la parole. Oui, bonjour. Merci d'abord d'être là. Et puis, je suis extrêmement content de voir autant de gens autour de ce sujet réunis dans cet établissement. Je pense que les sujets que nous allons traiter aujourd'hui sont relativement nouveaux pour nous, enseignants-chercheurs dans les écoles d'agronomie, et pourtant ils sont essentiels. Ils sont essentiels parce que je pense que la détresse actuelle d'un très grand nombre d'agriculteurs ne vous aura pas échappé. C'est-à-dire la crise laitière de l'année dernière et qui s'est prolongée encore cette année, où la crise du porc l'ont très fortement marqué. Des épisodes assez significatifs comme des arboriculteurs qui passent leur cerisier à la tronçonneuse parce qu'ils n'ont plus le droit d'utiliser des produits considérés comme nocifs pour la santé. Enfin, ce genre d'incident trouble profondément la relation des sociétés à l'agriculture. Et de plus en plus, on se demande si le programme qui était celui de la France agricole en 1945, qui était nourrir les Français, qu'on a étendu à nourrir la planète, ce qui mériterait en soi discussion, est bien la clé qui nous permettra demain de nous alimenter de façon saine, de façon équilibrée, de façon relativement sans inéquité d'accès aux produits agricoles entre les citoyens en fonction en particulier de leurs revenus, que d'une agriculture qui continue à préserver les paysages traditionnels ou les paysages des campagnes auxquels beaucoup de Français sont attachés et qui font une partie, je dirais, du capital touristique de la France, qu'on pourra continuer à boire de l'eau au robinet sans risque de s'empoisonner, etc., etc. Toutes ces questions invitent à reconsidérer la question agricole et à la reconsidérer en prenant en compte sans hiérarchie a priori les questions d'écologie, les questions sociales. Est-ce qu'il est raisonnable de laisser la population agricole passer de plus de 3 millions de personnes à la fin des années 80 à aujourd'hui un peu moins d'1 million? Est-ce que c'est normal que le secteur agricole soit l'un des plus destructeurs d'emplois en France, dans une période où la destruction d'emplois ne paraît pas être un objectif? Est-ce qu'il est normal que les façons même d'élever les animaux ou de travailler deviennent éthiquement insupportables pour une partie de la population? Est-ce qu'il est normal et nécessaire de sacrifier à la balance commerciale de la France ou de l'Europe nos paysages, nos ressources naturelles, nos traditions, nos cultures, et pas seulement pour un seul bénéfice dont on ne sait qui réellement en bénéficie? Donc ces questions, elles sont posées non seulement dans la société, mais également dans les mondes agricoles, même si c'est à très bas bruit. Je pense que la très grande majorité des agriculteurs s'interrogent sur qui ils sont aujourd'hui. Et certains
revendiquent des identités nouvelles, et des identités nouvelles qui vont passer par des façons de travailler nouvelles, des façons de s'adresser aux consommateurs nouvelles, des façons de considérer leur identité, en particulier leurs diverses fonctions dans la société relativement nouvelle. Et ça, c'est un petit peu l'enjeu de la journée, parce que dans ceux qui revendiquent et qui affirment cette différence et cette nouveauté citoyenne, je pense que beaucoup de projets aujourd'hui, de structures qui justement manifestent ouvertement le fait qu'elles ne se situent pas dans le modèle dominant qui suppose un agrandissement permanent des fermes et des tailles d'exploitation, et qui au contraire revendiquent de travailler, de vivre et d'être en société à partir et sur de très petites structures d'agriculture biologique. Alors évidemment sur le maraîchage on va voir des toutes petites structures, mais on pourrait dire la même chose de gens qui sont en élevage, qui privilégient aujourd'hui la vente directe, la transformation fermière, etc. Et s'interroger, se dire qu'est-ce qu'il y a derrière ces projets nous paraissait tout à fait intéressant, d'autant plus que finalement la Fondation de France, quand elle a regardé qui elle soutenait dans les différents programmes qui ont bénéficié de l'appui de l'appel à projet écosystème alimentation société, c'est ça je me trompe pas, agriculture alimentation, je me trompe. En fait, il y avait beaucoup de ces projets qui, finalement, s'opposaient frontalement à cette idée de « big is beautiful » ou « big is indispensable ». Donc non, être grand n'est pas indispensable et on peut faire petit, mais faire petit, ça se passera de façon bien différente de la façon dont nous avons fait grand par le passé. Et ce faire petit, c'est ce que nous voudrions explorer aujourd'hui à travers effectivement l'exposé de Kevin Morel et puis les exposés qui vont suivre et tous les témoignages que nous aurons. Et ce faire petit, dans cet établissement qui se présente désormais comme l'un des points phares des questions d'agriculture urbaine, faire petit dans les milieux à forte densité urbaine, c'est évidemment intéressant quand la question de l'accès au foncier ou de la taille du foncier disponible pour produire à manger et produire toutes ces autres choses que produisent les agricultures, qui ne sont pas seulement des biens matériels mais aussi des biens immatériels, se pose dans des contextes effectivement très contraints. Donc, moi je souhaite m'arrêter là. Je pense que la journée a été construite autour de cette réflexion du petit et joli, ce qui était à mon avis l'un des points clés du travail de Kevin dont il va vous parler maintenant. Merci François. Kevin Morel, donc doctorant, AgroParisTech. On lui a demandé de résumer son travail de thèse en 20 minutes, c'est un vrai challenge, donc on est conscient de l'effort. Oui, alors bonjour à tous. Donc je vais essayer d'être court en 20 minutes. En général, je parle 3 heures, donc il va falloir me pardonner. Très rapidement, je vais essayer c'est un petit peu ambitieux, de proposer une micro-perspective historique sur la micro-ferme, parce qu'on parle beaucoup de micro-ferme comme un nouveau concept, mais je pense que c'est important de remettre ça dans une histoire un petit peu plus large. Après, je vous parlerai du fait que ces micro-fermes, c'est avant tout des projets de vie, plutôt que des projets d'entreprise, donc on en a déjà un petit peu parlé dans l'introduction. Et ensuite, il y a toujours cette question de la viabilité économique qui revient. Dans ma thèse, j'ai aussi cherché à travailler sur les questions de revenus de temps de travail. Donc je vous présenterai quelques résultats. Donc en sachant que c'est vraiment quelques résultats tirés d'un travail de thèse plus long qui sera mis en ligne en début d'année prochaine et qui sert surtout à introduire les discussions qui vont venir. Donc la microferme, un nouveau concept, point d'interrogation. Pour moi, en fait, j'ai l'impression que la microferme, en fait, peuvent se retrouver beaucoup dans l'esprit que j'appelle un esprit hybride des pionniers de l'agriculture biologique.
à la fin du 19e, au début du 20e, et en particulier après la Seconde Guerre mondiale, quand la modernisation agricole a commencé à se développer avec son projet d'agrandissement, de production, de fermes de plus en plus grandes et les dégâts que ça pouvait entraîner, il y a un certain nombre de pionniers dans le monde entier qui ont dit non, qui ont dit qu'ils voulaient préserver les ressources naturelles et qui voulaient porter un autre modèle de société parce qu'ils se rendaient bien compte que la modernisation agricole n'était pas uniquement un projet technique, mais en fait sous-tendait un projet de société. Et donc ces pionniers du bio ont dû un peu se réinventer, donc de manière hybride, en combinant des savoir-faire traditionnels et anciens, différentes sources d'inspiration, expérimenter en contexte réel plutôt qu'en laboratoire ou en parcelle expérimentale, échanger entre praticiens. Et bon, il y avait aussi de l'intuition et de l'empirisme, ce qui n'empêchait pas d'avoir une pensée cartésienne et de s'abreuver de la littérature scientifique et certaines innovations. Donc ça, c'était l'esprit des pionniers de la bio qui questionnaient la modernisation agricole. Et donc au début, ces pionniers étaient considérés vraiment comme des hurluberlus. Donc maintenant, on sait que l'agriculture biologique a un petit peu gagné ses lettres de noblesse. On en parle de plus en plus, elle est de plus en plus présente dans la société. Et il y a certaines personnes qui pensent qu'une partie de l'agriculture biologique se conventionnalise, c'est-à-dire on va vers un bio qui est de plus en plus un label technique et qui perd des fois le modèle de société qu'il portait initialement. Et donc les gens qui continuent des fois dans l'esprit des pionniers de la bio sont parfois paradoxalement vus comme des hurluberlus. Et donc je trouve ça toujours intéressant de se dire que les hurluberlus actuels ne sont que le descendant des hurluberlus du passé qui ont permis que la bio naisse. Voilà, donc je pense que c'est intéressant de se positionner par rapport à ça. Donc les gens qui inventent aujourd'hui, c'était pas les premiers à inventer, et c'est grâce à eux que la société bouge. Donc par rapport à la critique de la modernisation au départ, donc la modernisation agricole qui porte l'agrandissement et l'économie d'échelle. Moi, dans ma thèse, alors c'est pas une définition officielle des microfermes, c'est la définition que moi j'ai considérée dans ma thèse. J'ai considéré que je travaillais sur des fermes maraîchères biologiques, commerciales, qui avait donc en dessous de 1,2, 1,5 hectares par unité de travail à temps plein. Parce que souvent, en maraîchage biologique diversifié, on considérait dans le passé qu'il fallait au moins 1,5 hectare pour être viable. Donc moi, j'ai considéré des fermes qui étaient en dessous d'1,2 hectare, 1,5 hectare. Face à la simplification industrielle et à la monoculture, moi j'ai considéré des fermes qui avaient plus de 30 types de légumes cultivés. Face à la motorisation croissante et à l'agriculture capitalistique qui demande de plus en plus d'investissement, j'ai choisi des fermes qui remettent en question la nécessité absolue de la motorisation. Ça ne veut pas dire qu'elles refusent d'être motorisées, c'est-à-dire qu'elles questionnent la motorisation et qu'elles essaient de réfléchir à la place juste de la motorisation sur une ferme, et qui revendiquent aussi le fait de pouvoir s'installer à faible investissement. Voilà. Face à la conventionnalisation de la bio que certains appellent, maintenant il y a deux types, il y en a qui disent qu'il y a deux bio, le bio selon la lettre et le bio selon l'esprit. Face à cette bio comme uniquement un cahier des charges technique, j'ai pris des fermes qui voyaient dans le bio vraiment cette démarche globale qui valorise avant tout la collaboration, donc collaboration entre les hommes et collaboration avec les écosystèmes. Face à l'optimisation et la maximisation du profit, j'ai choisi aussi des fermes qui revendiquent d'autres registres d'action, comme l'éthique et le sens. Et face à la montée d'un modèle unique, standardisé, avec des packages techniques qu'on va appliquer partout, j'ai considéré des fermes qui avaient des multiples sources d'inspiration. Donc, juste pour résumer cette première petite partie introductive, on pourrait dire que la microferme, c'est un nouveau concept dans le sens où elle se place dans le contexte inédit des défis actuels et qu'elle combine des pratiques et des philosophies qui sont assez originales comme la permaculture, le maraîchage bio-intensif, l'agriculture naturelle, que j'ai pas le temps de détailler ici, mais qui sont un peu nouvelles dans le champ agricole en France. Donc en ça, c'est nouveau et c'est original, mais elles sont inscrites dans une histoire plus vaste qu'est l'histoire de l'agriculture biologique, l'histoire d'un questionnement paysan de la modernisation qui a commencé au 19e siècle, et aussi l'histoire plus globale des luttes paysannes. Donc là, je vais rentrer un peu plus dans mon projet de thèse, donc qui s'appelle Viabilité des microfermes maraîchères biologiques.
Bon, je vous laisse lire le sous-titre en italique, c'est pas très intéressant. Mais toujours est-il que ça a commencé au début à partir de l'étude du Bec et Loing, où j'ai participé avec François Léger. Donc le Bec et Loing, c'était un cas singulier. Il fallait aller au-delà de la ferme, parce que tout le monde nous disait oui, c'est très bien les chiffres du Bec et Loing, mais est-ce que ça peut s'appliquer dans d'autres contextes? Donc on a cherché à regarder d'autres fermes. Donc au final, j'ai suivi une vingtaine de micro-fermes au nord de la Loire, et j'ai combiné des analyses qualitatives, donc c'est-à-dire on a discuté avec des gens pour essayer de savoir quelles étaient les micro-fermes, quelles étaient ces personnes, quels étaient leurs projets, leurs stratégies, et on a aussi une partie plus quantitative, donc là pour estimer les revenus et le temps de travail. Le Bec et Loing, je ne sais pas si tout le monde connaît, Kevin, c'est une exploitation en permaculture qui est dans Normandie, je crois, non? C'est ça? Oui, c'est une ferme en permaculture, qui s'inspire de la permaculture en Normandie, oui. Alors, parce que on parle toujours d'exploitation sans penser à mal, mais pour moi ce mot est très très violent. Donc, alors juste, donc quelles sont les fermes que j'ai enquêtées? Donc ici vous avez une vingtaine vous présentez les 20 micro-fermes que j'ai enquêtées. Donc vous voyez que ça va de la Bretagne au Grand Est. Donc je vais pas rentrer dans les détails. Ce qu'on peut voir, c'est que en termes d'âge, que c'est en années, on a des fermes relativement jeunes, donc de 3 à une dizaine d'années, et que leur surface cultivée en légumes va des 1250 qu'on pourrait considérer au Bec et Loing jusqu'à 1 hectare, 10 000 m², et que donc en fait en étant en dessous du seuil que j'avais fixé au départ d'1,2 hectare par actif, on a finalement une diversité de possibilités, parce qu'en allant de 1000 m² à 10 000 m², finalement on a des fermes qui cultivent 10 fois plus que les autres. Donc ça veut dire que dans la boîte micro-ferme, il y a une immense diversité. Et cette diversité se retrouve aussi en termes de motorisation. On a des fermes qui sont uniquement manuelles, des fermes qui ont du travail manuel et une petite motorisation type motoculteur, des fermes qui ont manuel plus tracteur, manuel plus traction animale. Donc on voit qu'en fait, même au sein des micro-fermes, c'est pas une catégorie homogène. Il y a des surfaces plus ou moins grandes cultivées par actif, et il y a des niveaux de motorisation variables. Par contre, ce qui est important de noter sur ces fermes, c'est que vraiment, quand on demandait aux paysans pourquoi ils faisaient telle ou telle pratique, pourquoi ils commercialisaient de telle manière, pourquoi ils investissaient de telle manière, ce qui était intéressant, c'est de voir qu'il y avait une grande diversité de registres d'aspiration qui ressortaient. Donc, il y avait évidemment le revenu décent, le temps de travail acceptable, mais il y avait vraiment fortement la qualité de vie, de travail, l'autonomie, des différents niveaux de l'autonomie, la question du sens et de l'engagement. Je dis toujours cette anecdote que ça m'est arrivé d'aller sur des fermes et qu'un paysan me dise je fais telle pratique, je sais que si je faisais différemment, j'aurais peut-être un rendement un peu supérieur, mais je continue à faire comme je fais car c'est plus beau. Et donc il y avait vraiment une nécessité esthétique derrière le choix. Donc c'est vrai que en tant qu'agronome, ça questionne un petit peu nos cadres actuels. Donc vraiment, la micro-ferme conçue comme un projet de vie. Alors, pour aborder la viabilité de ces fermes, je suis intéressé à leur choix stratégique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce tableau un petit peu chargé, parce qu'on n'a pas le temps. Donc, qu'est-ce que j'appelle les choix stratégiques? Donc, les choix stratégiques, c'est les décisions de long terme de structure et d'organisation de la ferme. C'est-à-dire une décision que le paysan va prendre et qui va quand même l'engager pour 1, 2, 3, 4 ans. Donc c'est comment il va commercialiser, son choix d'investissement, comment il organise son travail, comment il s'ancre dans le territoire. Et aussi, il manque un diapo, il y a aussi ses choix techniques et écologiques. Et en fait, là, la diapo est juste l'objectif d'illustrer. Vous voyez, à chaque fois, il y a des petits noms, et il y a un chiffre entre parenthèses. Là, c'était le nombre de fermes sur 14 qui avaient ce choix stratégique. Donc, par exemple, si on prend commercialisation et qu'on prend combinaison des circuits de vente, il y avait 3 fermes qui avaient seulement une AMAP et 11 qui combinaient de 2 à 5 circuits. Les périodes de vente, il y en avait qui étaient sur 8 mois, une qui était sur 9 mois, 2 sur 10 mois, 6 sur 11 mois, etc. Et c'est pareil pour tous les autres choix stratégiques. Donc ça, c'est aussi pour montrer qu'au-delà de ce que je vous ai montré au départ dans le tableau, qu'il y avait des variétés de surface, il y a aussi des variétés énormes dans les choix stratégiques, dans les choix de commercialisation, dans les choix d'investissement, et c'est pareil en termes de choix techniques.
Donc, pour dire qu'il n'y a pas un modèle de micro-ferme et qu'il y a des micro-fermes. Donc en termes de profil humain, je pense que c'est important quand même de le montrer. Donc là, il n'y a que 14 fermes, mais j'en ai étudié 20 au final. Déjà, on voit une mixité assez intéressante, c'est-à-dire que on a des fermes où il y avait des femmes seules, des hommes seuls, des fermes où il y a homme-femme, femme-homme, femme-femme, homme-homme, toutes les combinaisons sont possibles. Donc c'est ça qui est assez intéressant. En termes d'âge, on voit que c'est quand même, il y a des profils assez jeunes, mais il y a quand même de tous les âges. Par contre, ce qui est vraiment très intéressant, c'est la troisième colonne, c'est agri, c'est le nombre de paysans sur la ferme qui sont issus du milieu agricole. Et donc vous voyez que sur la 14 micro-fermes, il y a que 2 fermes où on a au moins un des associés qui est issu du milieu agricole. Ce qui prouve quand même, et quand vous voyez en face les professions, on voit que c'est quand même souvent des gens qui ont un certain niveau d'études. Je vous laisse lire les professions. Et qu'en fait, c'est vrai que ça, les micro-fermes, pas forcément, mais beaucoup répondent quand même à des projets de personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui ne trouvaient pas forcément plus de sens à leur métier et qui vont donc vouloir changer de vie, vouloir redonner du sens à leur vie et vont trouver dans la micro-ferme un moyen de concrétiser un projet. Et comme on l'a dit que la micro-ferme réfléchissait des stratégies d'investissement bas, ça correspond bien à la volonté de ces paysans-là, car souvent, comme ils ne sont pas issus du milieu agricole, ils n'ont pas forcément la terre et le capital de départ pour s'installer. Donc c'est quelque part une manière pour eux d'entrer plus facilement dans l'agriculture. Bon, alors là c'est un truc, je vais plutôt l'illustrer ici. Voilà, donc la première partie de mon travail donc a été un petit peu de comprendre comment les stratégies de ces fermes s'organisaient. Donc là vous avez un schéma un petit peu conceptuel. Mais en fait c'est très simple, c'est pour montrer que on peut parler de technique. Quand on parle souvent des micro-fermes, on parle haute densité, but, tout ce que vous voulez, mais c'est juste une toute petite partie de l'iceberg. En fait, ces fermes, ce qui fait que souvent elles marchent, c'est qu'elles ont réussi à penser vraiment de manière interdépendante leurs différents choix stratégiques. Donc elles réfléchissent la commercialisation, l'inscription dans le territoire, l'organisation du travail, la technique, de manière globale, en cohérence avec un projet de vie qui comprend de multiples aspirations, et en s'adaptant finement aussi à la situation, donc aux contraintes, aux ressources du site et du territoire. Et donc c'est pour ça que c'est absurde de parler d'un modèle de micro-ferme et que vraiment il faut aller vers une compréhension fine de comment ces micro-fermes à chaque fois répondent à un projet de vie et à une situation particulière. Il me reste combien de temps ? Ouais, bon, du coup, là, non, je vais pas détailler. En fait, j'ai plein de petits numéros qui montrent que sur un exemple, en fait, voilà, c'est l'exemple d'une ferme. On voit que, par exemple, je vous fais le début, puis à la suite, vous le ferez tout seul. C'est comme un grand jeu. Donc par exemple, on voit que sur une ferme en Alsace, il y avait au départ dans la catégorie donc sens et engagement numéro 1, en fait la liste des chiffres est à droite et les chiffres en rouge qui apparaissent correspondent à ça. Donc vous aviez un paysan qui avait une forte volonté d'engagement dans la vie locale et associative, et il se tombait bien que dans les ressources du territoire, ce qu'il percevait, il y avait une association locale très motivée et qui en plus disposait d'un bâtiment, d'un local. Et donc très vite, il s'est orienté en termes de choix stratégiques vers une AMAP en partenariat avec cette association. Donc ce qui lui permet, en termes d'investissement, numéro 5, de ne pas avoir besoin d'investir dans le bâtiment. Donc ce qui avait un impact sur ses choix d'investissement. Il avait aussi, il s'est rendu compte aussi que localement les gens avaient beaucoup de jardins privés. C'était en Alsace, en milieu rural, et ces gens faisaient souvent des haricots et des petits pois. Et dans ses aspirations, il avait aussi une volonté de temps de travail, numéro 7. Et donc, il s'est dit en termes de commercialisation, souvent les petits pois et les haricots, ça prend aussi beaucoup de temps par rapport à la valeur que ça demande. Et comme j'ai des gens qui ont des petits pois et des haricots dans leur jardin, et ben je vais dans ma commercialisation faire le choix de ne pas cultiver des haricots et des petits pois. Bon, on peut continuer ça ad libitum, on peut tirer tous les fils, mais c'est pour montrer que voilà, pour comprendre les choix stratégiques de ces fermes et leurs choix de commercialisation, il faut toujours reprendre leur projet de vie et leur situation. Donc voilà.
Donc par rapport à la viabilité, on considère que la viabilité, c'est la capacité d'une ferme à être pérenne dans le temps en permettant aux paysans de vivre en accord avec leurs besoins et leurs valeurs. Donc dans les besoins, il y a les besoins matériels, donc on a dit revenus, temps de travail, et besoins immatériels. Et donc le sens, l'engagement, l'éthique, etc. Et donc ça, c'est vraiment crucial à considérer. Surtout, comme je l'ai dit, si on a des gens qui sont en reconversion professionnelle, en étant ingénieur informaticien, au départ, on sait qu'on gagnera toujours plus que quand on est maraîcher. Donc si on a fait le choix de quitter son travail d'ingénieur informaticien pour être maraîcher, c'est pour chercher autre chose. Donc si on n'a pas cette autre chose, on redevient ingénieur informaticien. Ou on fait autre chose peut-être, mais... Donc voilà, et que donc la viabilité des micro-fermes doit être abordée en lien avec le projet de vie de chaque paysan et chaque paysanne. Donc, il me reste du coup moins de 10 minutes maintenant, j'imagine. Donc, viabilité économique. Alors, je vais du coup être très rapide. Après, sur les 20 fermes que j'ai sélectionnées au départ, j'en ai sélectionné un petit échantillon de 10 qui couvrait la gamme des possibles. Et avec ces paysans, on a fait donc des mesures ou des estimations en fonction des situations de temps de travail, de rendement pour 50 cultures qui intégraient aussi la commercialisation et l'entretien général de la ferme. On a créé une base de données des calendriers de culture en fonction des zones climatiques. Bon, ça je vous passe pas. Et on a aussi beaucoup regardé les données comptables. Donc ça a été un gros boulot. Donc ça a été possible grâce à l'enthousiasme et l'énergie et au soutien de 10 maraîchers et maraîchers motivés que je ne remercierai jamais assez. Et du coup, on a collecté énormément de données. Et avec ces données, on a fait de la modélisation. Alors là, c'est la partie qui fait un petit peu peur. Mais en fait, ça fait pas si peur que ça. C'est juste qu'au départ, on avait, comme c'est des modèles assez nouveaux, enfin des fermes assez nouvelles, on pouvait pas faire une grande étude statistique sur les micro-fermes en France. Déjà, on les connaissait, elles étaient pas identifiées et on n'avait pas assez de fermes. Donc on s'est dit, le problème c'est que on nous a reproché au bec et loin d'avoir produit de la connaissance sur un cas singulier et pas d'avoir produit des choses un peu plus génériques qui pourraient parler à d'autres gens. Donc on s'est dit, avec ces 10 fermes, on va extraire un peu des données de ces fermes et on va faire de la modélisation. Et la modélisation, c'est que grâce à l'ordinateur, on va pouvoir faire un certain nombre de scénarios qui n'existent pas forcément dans le réel et tester comme ça plein de combinaisons et voir ce que ces combinaisons et ces scénarios nous apprennent. En sachant que comme ça nous permettra de couvrir un plus grand nombre de scénarios. Donc bien sûr, c'est toujours un petit peu risqué, et de toute façon un modèle, ça sera toujours une simplification du réel. Donc l'idée, c'était pas de produire des prescriptions ou des nouvelles références avec ce modèle, c'est de donner des ordres de grandeur au porteur de projet, mais vraiment avant tout à discuter par rapport à ce que j'ai déjà dit du projet de vie. Donc le modèle, je vais très rapide, il a 3 portes d'entrée. Donc le système technique, donc c'est en gros les pratiques utilisées par les agriculteurs, leur stratégie de commercialisation et leur stratégie d'investissement. Donc ça c'est pour vous montrer, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais pour vous montrer qu'il y a de la science dure derrière. Ça, donc en termes de système technique, j'ai considéré 3 pôles. En sachant que bien sûr les fermes, il n'y a aucune ferme qui correspond vraiment à un de ces 3 pôles. C'est des pôles pour situer la diversité du réel. Donc qu'est-ce qu'on appelle la micro-agriculture manuelle? Donc pas de motorisation, travail du sol très superficiel, haute densité de plantation, association de cultures, et toute la surface est cultivée en engrais verts. On a un maraîchage bio-intensif que j'ai considéré comme étant quelque chose avec de petite motorisation pour le travail du sol, haute densité de plantation, pas d'association de culture et part de la surface cultivée consacrée aux engrais verts. Donc là, je suis désolé, je ne sais pas à quel point vous avez une connaissance agronomique. Il faudrait tout détailler. J'ai pas le temps. Donc on pourra en discuter si ça vous intéresse de savoir ce que c'est qu'un engrais vert, par exemple. Et un troisième pôle, donc j'ai appelé maraîchage diversifié classique, bon, sachant qu'avec des gros guillemets, qui est là était de la motorisation pour la plupart des activités, à part bien sûr les récoltes à la main, et la plus faible densité de plantation, parce que quand on bine avec un outil motorisé, forcément, on doit laisser des espacements un peu plus standardisés entre les plantes, et donc on a moins de densité.
Dans les 2 premiers cas, je considérais qu'on avait des pratiques écologiques qui permettaient de réduire le coût des intrants du commerce, mais qui augmentaient le temps de travail. Parce que quand on doit faire du paillage, des décoctions sur la ferme, du compostage, etc., ça augmente le temps de travail. Alors que dans le 3e cas, on avait avant tout les intrants biologiques du commerce, donc des engrais et des engrais organiques du commerce et des produits phytosanitaires biologiques du commerce, donc qui augmentent les coûts, mais qui pouvaient peut-être limiter le temps de travail, car on n'avait pas à faire du paillage, etc. Donc là, je vous passe, j'avais 50 légumes cultivés, donc vous voyez à peu près les prix. Les prix, j'ai pris les prix moyens sur les 10 fermes. J'ai considéré 2 stratégies de commercialisation sur 12 mois avec comme des pommes de terre de conservation, des légumes de conservation, donc toute la gamme des légumes dits de conservation, c'est-à-dire c'est les légumes qu'on va consommer l'hiver quand il n'y a plus grand chose dans les champs. Et en fait, pourquoi j'ai distingué ça d'une stratégie à 9 mois où là on se consacrait principalement aux primeurs et on n'avait pas de culture de conservation, c'est qu'en fait les cultures de conservation comme les pommes de terre ou les carottes, elles vont rester longtemps dans le sol et en général vont avoir une faible valeur ajoutée. Et du coup, quand on est sur des systèmes à petite surface et qu'on veut en quelque part dégager le plus possible de valeur économique sur une petite surface, on a envie d'avoir des cycles de culture très très rapides dans l'année pour avoir plusieurs cultures, pour avoir plus de ventes par mètre carré. Et on a aussi envie d'avoir des légumes qui ont une haute valeur ajoutée. Donc, il y a certains maraîchers qui ont une stratégie de se focaliser sur des cultures à haute valeur ajoutée et sur des primeurs qui vont plus vite pour entre guillemets rentabiliser l'espace, alors que d'autres disent bah oui, mais en même temps si nous on fait pas les pommes de terre et les carottes, il faudrait bien que quelqu'un d'autre les fasse. Donc à un moment donné, nous on a envie aussi de les faire, même si on perd un petit peu d'argent, ça fait aussi du sens par rapport à notre métier de maraîcher d'avoir ces légumes-là. Et donc forcément ça a des impacts économiques. Donc dans le modèle j'ai considéré les 2 extrêmes. Et là, j'ai aussi considéré 2 phases dans la ferme. Le moment de l'installation, où on a tous les emprunts éventuellement à rembourser de l'installation, et une période de routine où j'ai considéré que les investissements étaient remboursés. Et j'ai distingué 2 stratégies d'installation. Une stratégie d'installation à bas coût, qui privilégie l'achat de matériel d'occasion, de récupération et l'autoconstruction. Et une stratégie à haut coût, qui privilégie l'achat de matériel neuf et qui ne réalise pas d'autoconstruction. En sachant que du coup, à bas coût, on limite les coûts, mais on augmente le temps de travail, parce qu'autoconstruire, récupérer, ça prend du temps. Et on voit que sur certaines fermes, ça peut être un frein, parce que pendant les premières années, on doit en même temps commencer à produire et en même temps autoconstruire, etc. Donc ça peut être un vrai défi. Et une installation à haut coût, où là, on dit, bon, j'ai pas envie de prendre trop de temps au départ. J'ai peut-être mon compagnon, ma compagne qui a choisi de s'installer avec moi et qui m'a dit, non, mais on va pas vivre dans une caravane pendant 3 ans. Tu investis et c'est pas grave. Et donc, il dit, bon, ok, j'achète le matériel neuf. Donc, ça a des coûts plus élevés, mais on limite aussi le temps de travail. Donc, en combinant dans tout, voilà, pour chaque scénario, il y avait des charges opérationnelles, des charges fixes qui étaient calculées en cohérence avec les hypothèses. Donc, juste pour dire, j'ai pris l'exemple d'un maraîcher seul qui avait pas de capital propre au départ. Donc, ça veut dire qu'au départ, il avait rien et que la totalité des investissements était empruntée à la banque. Et donc vous voyez que par rapport aux différents systèmes techniques, donc micro-agriculture, maraîchage bio-intensif classique, en fonction des hypothèses d'installation, on avait des investissements initiaux qui différaient, en sachant qu'après il faut rajouter l'investissement pour les serres, l'investissement pour le foncier, bon, je détaille pas. Là, je détaille pas non plus. Juste le dernier tableau qui fait aussi un peu peur. Mais donc vous voyez que vous avez donc les systèmes techniques. Donc micro-agriculture manuelle c'est MI, bio-intensif c'est BI et CL c'est classique. Vous avez les périodes, donc IB c'est installation à bas coût, IH installation à haut coût, R c'est routine. Et à chaque fois, pour chacun des combinaisons, j'ai fait un grand nombre de scénarios et je regardais est-ce que ça pouvait être viable. Alors comment j'ai considéré la viabilité économique ici? J'ai considéré que la viabilité économique c'était la capacité à dépasser un revenu mensuel minimal en étant en dessous d'un travail annuel maximal. Donc j'avais 2 niveaux de travail, 1800 heures par an, qui est vraiment en gros 36 heures par semaine sur 50 semaines, donc qui est vraiment la fourchette basse en maraîchage, et 2500 heures par an, où là on est plus autour de 50 heures en moyenne, qui est aussi assez ambitieux en maraîchage, hein, faut pas se leurrer. Et revenu minimal mensuel, j'avais 6000, 1000 et 1400.
Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'au départ, j'ai bien montré dans les projets de vie que le revenu minimal souhaité pouvait varier selon les fermes, selon le projet des gens, selon leur s'ils avaient une famille, selon leurs aspirations, leur niveau de sobriété souhaité, et que donc on pouvait pas avoir un seul critère de viabilité et dire bah voilà, en dessous de ça vous êtes viable, en dessous de ça vous êtes pas viable, et donc il fallait s'adapter à chaque fois aux gens. Donc c'est pour ça que j'ai considéré ces niveaux de revenus différents et ces niveaux de travail différents. Et donc, je vais pas rentrer bien sûr dans l'état du tableau, mais déjà ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que pour un cas donné, j'ai par exemple, allez, j'aimerais bien avoir 1400 net minimal par mois avec un revenu de travail, un travail maximum de 1800 heures. On voit qu'en termes de surface, à chaque fois on est à 3200 par exemple pour le scénario micro-agriculture manuelle, plus ou moins 1330. Ici on est à 2199, plus ou moins 1140. Ici on a 5800, plus ou moins 2200. Donc ça veut dire, c'était aussi pour sortir un petit peu du modèle bec et loin, où on nous disait une micro-ferme c'est 1000 mètres carrés. Enfin, on ne disait pas ça. Les gens pensaient qu'on disait ça. Hein. Faut peut-être préciser ça quand même. Mais du coup, voilà, il y avait cette crispation sur les 1000 mètres carrés sur je vais faire une ferme, j'ai 1000 mètres carrés, au fond de mon jardin, on va faire une ferme. Non, c'était de montrer que déjà, on était quand même si on fait 2500 moins 1140, on peut potentiellement dans la fourchette basse être très proche de ce qui se passe au bec et loin. Mais on voit qu'on peut quand même aller vers, même pour du micro-agriculture manuelle, on peut aller vers du 3000, 4000. Et que pareil, pour le bio intensif, on est autour de 4000, mais on peut aller jusqu'à 6000, 7000, et voilà. Et donc, ce qui est assez rassurant, c'est de voir que dans le système classique, on revient tout à fait à 1,5 hectare à peu près, qui était considéré comme viable au départ en maraîchage plus classique. Donc c'était aussi ce tableau pour montrer cette diversité dans les surfaces, pour montrer qu'en fait, si on prend les deux premiers systèmes techniques comme un peu les cas types des micro-fermes et celui-là un peu comme le témoin classique, on voit que dans la plupart des cas, les chances de viabilité, c'est-à-dire le nombre de scénarios qui remplissent ces critères-là, sont supérieures qu'en système classique. C'est-à-dire que les hypothèses que j'ai prises de peu de motorisation, pratiques écologiques, etc., mènent à des situations plus viables que le maraîchage diversifié classique. Dans les hypothèses du modèle, bien sûr, oui. Revenu net par équivalent temps plein, parce que dans le modèle, j'ai considéré un maraîcher. Donc en fait, c'est un modèle qui tourne à un maraîcher. Donc bien sûr, s'il y a des associés, du salarié, des employés, il faut complexifier. Là, c'est vraiment sur une ferme avec un maraîcher. Donc ce qui est intéressant, je vais peut-être du coup passer à la suite, c'est de montrer, je vais pas tout détailler, mais on peut du coup regarder aussi les impacts de la commercialisation. Voilà. Ah oui, ce qui est intéressant quand même de le dire, c'est qu'on voit quand même que vous regardez, quand vous voyez IB, IH par rapport à R, vous voyez qu'un même système technique et un même critère de viabilité, bien sûr la phase d'installation mène à beaucoup moins de scénarios viables que la phase de routine, ce qui montre quand même bien qu'il y a un vrai enjeu à l'installation, une vraie difficulté. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que le scénario à hauts investissements, où on achète du neuf, mène à plus de viabilité que le scénario à bas investissement, où on favorise l'autoconstruction. Alors on peut conclure, on dira oui, du coup c'est pas bien d'autoconstruire et de recycler, on perd trop de temps. C'est pas ça qu'il faut retirer de ce modèle, c'est qu'en fait il faut être très vigilant par rapport justement à la charge de temps nécessaire que va induire l'autoconstruction et le recyclage, mais qu'en fait dans le scénario, je vous ai dit, je considérais qu'au départ le maraîcher avait 0 capital propre. Donc ça veut dire que même s'il autoconstruisait, il avait besoin d'avoir un minimum qu'il devait emprunter. Donc il avait quand même des emprunts plus autoconstruction. Donc au final il s'en sortait pas. Souvent les maraîchers qui sur le terrain ont recours à des stratégies bas investissement et où ils font de l'autoconstruction et du recyclage, ce sont des gens qui ont un minimum de capital de départ, qui vont pouvoir investir sans justement passer par les banques et du coup progressivement vont pouvoir réinvestir dans la ferme au fur et à mesure. Donc voilà, c'est ça qu'il faut aussi prendre en compte.
Donc j'ai quasiment fini. Tout ce qu'on peut dire, c'est que bon, pour l'instant, c'est une base de discussion. J'ai pas pu tout. Enfin, on peut parler de ça pendant des heures. J'ai aussi des milliards d'autres graphiques, mais que ce qu'on peut montrer, c'est que c'est possible de s'installer et de créer une activité agricole sur une surface inférieure à ce que considérait comme raisonnable. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est possible. Ça paraît plus viable que le maraîchage diversifié, mais c'est pas garanti. C'est-à-dire que faire 1800 heures par an avec 1400 nets dans le système micro-agriculture manuelle, on est à 11% de chances de viabilité. Au bout dans l'autre, on est à 4%. C'est un modèle, ça veut dire que c'est dans des ordres de grandeur. Ça veut dire que c'est possible, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Et ça ne veut pas dire que c'est automatique. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut remettre un petit peu les choses dans leur contexte. C'est que théoriquement c'est possible, c'est même plus favorable, mais derrière c'est pas automatique et il faut réfléchir à comment on peut gérer cette complexité et cette incertitude. Par contre, ça peut tempérer certains conseils classiques à l'installation qui recommandent aux maraîchers une plus grande surface avec des plus gros investissements au départ, car on voit que ça, c'est pas forcément plus favorable, même s'il faut bien sûr pas négliger le minimum vital et la possibilité de s'agrandir si besoin. Donc je passe, on pourra discuter de plein de choses. En tout cas, il y a énormément d'autres choses à prendre en compte. Comme vous disiez, là on est sur une ferme, donc il faudrait voir comment ça se passerait si on avait plusieurs maraîchers sur une même ferme, comment ça se passerait si on regardait d'autres pratiques, que travail manuel ne veut pas dire jamais besoin d'un tracteur. On peut être en travail manuel en routine, mais on a besoin d'un tracteur au départ pour certaines pratiques. Donc où est-ce qu'on trouve ce tracteur? Est-ce qu'on est ami avec un autre agriculteur, etc. Et voilà. Et que donc bien sûr le modèle là est très juste de chiffres, mais qu'il faut aussi s'intéresser à la dimension écologique, sociale et politique qu'il y a derrière, et de voir un petit peu, là on a deux moments d'installation et de routine qui sont complètement théoriques, et voir justement ces fermes comme un processus, et voir quelles sont les difficultés de ces fermes pendant leur installation. Je suis désolé, c'était un peu décousu parce que j'ai beaucoup plus de temps pour parler de ça, mais voilà. Merci Kevin. On pourra en discuter. Merci Kevin. On a Jeanne, je vais vous demander de venir. On a un petit peu débordé, mais s'il y a une ou deux questions, pas plus, d'éclaircissement, de clarification sur l'exposé de Kevin ou celui de François, on peut le prendre maintenant, sachant que vous aurez du temps pour débattre. On ne va pas se lancer dans le débat maintenant, en deuxième partie de matinée. Il y aura du temps pour ça, mais juste des questions de compréhension. Oui. Bonjour, je suis maraîcher depuis une trentaine d'années. Et par rapport à l'étude, est-ce que vous avez apprécié les disparités des rendements selon les cultures et selon les situations? Et pour moi, c'est important pour savoir, au-delà du chiffre d'affaires, etc., c'est important pour voir les rendements obtenus au mètre carré. Oui, en fait, j'en ai pas parlé, mais du coup, comme on a eu des données sur une dizaine de fermes, on a bien vu qu'il y avait une variabilité très très forte dans les rendements, et en fait, cette variabilité est incluse dans le modèle. C'est pour ça que vous voyez que dans les chiffres, il y a des plus ou moins, et qu'il y a des situations qui sont viables et pas viables. C'est que ça prend en compte justement que des fois, il y a des aléas, que des fois, il y a des rendements qui sont pour une même technique, qui peuvent être très variables selon les sites. Donc ça, on l'a vu, et c'est pris en compte dans le modèle. Je les ai pas, je les ai, mais il y a 50 légumes et il y avait une dizaine de fermes, donc je ne peux pas vous dire ça comme ça, mais on a mis en évidence cette variabilité clairement, oui. Il y a une autre question, puis après on va laisser la parole à Jeanne Leflève. Oui, bonjour. C'est une question purement effectivement de compréhension. Dans le grand tableau que vous avez montré à la fin, vous donniez des surfaces à cultiver. Vous disiez il y avait 11% de chances de viabilité. Est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu la lecture du tableau, parce que c'est pas facile à comprendre. Oui, alors en fait, pour chaque cas, donc par exemple pour un système technique, une stratégie d'investissement, une stratégie de commercialisation, avec le modèle informatique, j'ai fait peut-être 10 000 simulations. Donc il y avait 10 000 simulations avec la variabilité des rendements possibles qui étaient cohérentes avec ce qu'on avait vu en ferme. Donc il y avait des fermes qui avaient des bas rendements, des fermes qui avaient des hauts rendements, des fermes qui avaient des rendements moyens,
pour différents légumes. Et à chaque fois, du coup, on calculait à la fin le revenu de l'agriculteur, le temps de travail dont il avait besoin pour faire ça, et on regardait par rapport aux critères, est-ce que c'était viable ou pas? Est-ce qu'il était en dessous du temps de travail qu'on cherchait? Est-ce qu'il était au-dessus du revenu? Si c'était le cas, on disait oui, c'est viable. Si c'était pas le cas, on disait c'est pas viable. Et du coup, après, sur les 10 000 scénarios, on regardait le pourcentage de fermes qui avaient rempli un peu le test, quoi. C'est ça, le pourcentage de viabilité. Et donc, en fait, ça veut dire qu'il y en avait, 11% sur voilà. En sachant que, si vous voulez, le modèle, ça reste un modèle. Donc ça veut dire qu'il fait les choses automatiquement et que peut-être il teste par exemple différents types de paniers différents. Mon modèle générait des paniers aléatoires pour répondre aux critères de commercialisation en AMAP, de diversité, de quantité, semaine après semaine, en fonction des légumes, etc. Et donc on tirait aussi automatiquement des paniers. Donc il y avait des paniers qui étaient plus favorables que d'autres, avec des légumes à plus forte valeur ajoutée que d'autres. Donc en fait, le chiffre, faut le prendre comme un ordre de grandeur et comment on le positionne par rapport aux autres. Ça veut dire que ce scénario-là, faut dire, c'est moins favorable que le scénario où il y a 30%. Après, le chiffre en lui-même, on va pas dire, si tu fais ça, c'est 11% de viabilité. Ça serait être au-dessus du sens de ce chiffre. Merci. Merci Kevin pour ces éclairages. On aura l'occasion d'y revenir tout au long de la journée. Je vais passer la parole à Jeanne Leflèvre, qui est étudiante ici, qui va nous parler du projet SMART. Voilà, donc je vais vous parler de l'analyse d'enquête qui ont été réalisées dans le dispositif SMART. Donc le projet SMART, il a pour but de recenser des exploitations en agroforesterie maraîchère en France et pour ambition de créer donc un réseau de parcelles agroforestières en France métropolitaine pour pouvoir produire et échanger des connaissances sur ces systèmes. Il est porté par 16 organismes différents, donc des laboratoires de recherche, des organismes de recherche et développement, chambres d'agriculture et des établissements d'enseignement agricole. Dans le cadre de ce projet, il y a des enquêtes qui ont été réalisées, donc des enquêtes socio-économiques qui ont été réalisées en 2015-2016 sur 27 fermes qui se sont installées entre 1989 et 2016, mais majoritairement à partir de 2010. Et dans le but de caractériser les profils de ces fermes et l'impact socio-économique des pratiques agroforestières sur les fermes. Ce qu'on peut dire de ces fermes, elles ont été réparties dans 3 régions SMART en France métropolitaine, donc nord de la Loire, Provence, Vallée du Rhône et Sud-Ouest. Et leur taille varie de 1,3 à plus de 100 hectares, sachant que la majorité font moins de 10 hectares et que dans les plus grandes fermes, la part d'agroforesterie est assez limitée et donc assez comparable à celle des plus petites fermes. Ces fermes agroforestières, elles ont plusieurs histoires au niveau de leur création et de la conception et mise en place. La plupart ont été créées, on a créé un modèle maraîcher agroforestier dès le départ. Et il y a aussi l'implantation de maraîchage dans des vergers préexistants et l'implantation d'arbres dans des parcelles maraîchères. Et enfin, la conception est mise en place. Dans la moitié des cas, toutes les espèces sont mises en place dès le départ, mais il y a aussi différentes conceptions qui ont lieu. Pour ce qui est des motivations pour les agriculteurs et les agricultrices, tout d'abord, il y a une diversification de l'offre, puisque du coup, on va avoir une production de fruits en plus de la production de légumes. Et également une offre qui va être plus étalée dans le temps avec les produits transformés, notamment les jus, les conserves, etc. Et les fruits de longue conservation ou les fruits précoces au printemps. Et ça va permettre de fidéliser la clientèle et d'attirer aussi de nouveaux clients, donc en élargissant la gamme. Et il y a aussi une réponse aux attentes des consommateurs en matière de production. Donc l'image écologique de l'agroforesterie et également la qualité du paysage. Merci. Donc la qualité du paysage qui plaît également aux consommateurs. Et enfin, ce qui ressort et qui est très important, c'est que c'est 75% des cas, c'est des circuits courts. Et donc la qualité de la relation avec les clients est très importante pour les maraîchers qui font de l'agroforesterie. Au niveau des pratiques, on a une assez grande diversité de pratiques, notamment au niveau des choix de mécanisation, où le travail manuel et l'utilisation le travail manuel est très important et la mécanisation varie en fonction des exploitations. Mais il y a quand même des avis assez partagés dans les enquêtes qui ont été faites quant à la nécessité d'avoir du matériel spécifique pour l'agroforesterie et pour le maraîchage. Enfin, l'arboriculture et le maraîchage. Et ensuite, ce qui ressort aussi, c'est que le choix des espèces et des variétés a été plutôt orienté vers la rusticité et l'adaptation au terroir.
Il y a beaucoup d'autres éléments qui rentrent en compte, notamment les qualités gustatives ou les goûts de l'agriculteur. Mais ce qui ressort aussi, c'est que il y a une importance de la diversité pour limiter l'impact des maladies et des ravageurs. En faisant l'enquête, on s'est demandé si les systèmes étaient plus exigeants. Et les avis sont assez partagés sur la complexité de cette gestion agroforestière. Il y a des interventions qui sont rendues plus complexes par l'association, d'autres qui sont simplifiées, notamment le paillage et les apports organiques. Mais du coup, on n'a pas vraiment pu déceler de réelles tendances quant à la complexité globale. Mais ce qui ressort quand même, c'est qu'il y a deux métiers qu'il faut connaître, et donc il faut acquérir des compétences et des connaissances spécifiques pour l'arboriculture et le maraîchage. Enfin, les avantages vus par les agriculteurs, on a d'abord des complémentarités intéressantes dans les calendriers de travail. Même si parfois les pics de travail coïncident et que c'est pas forcément évident à gérer, il y a quand même des complémentarités intéressantes, valorisantes. Il y a aussi une variation de la nature du travail qui est vue comme très positive par les agriculteurs, et aussi un environnement de travail plus plaisant parce que le paysage est plus agréable et qu'il y a une réduction de la pénibilité du fait de la présence des arbres, notamment avec l'ombre qu'ils apportent en été et l'effet coupe-vent en hiver. Et donc globalement, les conditions de travail sont vues comme significativement meilleures par les agriculteurs. Et ensuite, on a un meilleur fonctionnement écologique. Il y a peu d'impact négatif des arbres sur les cultures maraîchères au niveau de la concurrence hydrique ou de l'ombre. Et il y a une meilleure biodiversité. C'est-à-dire que les agriculteurs constatent qu'il y a plus d'oiseaux, plus de pollinisateurs, plus d'auxiliaires, même s'il n'y a pas vraiment d'évaluation de l'impact sur les maladies et les ravageurs. Et ensuite, part importante, c'est donc savoir si les agriculteurs sont satisfaits d'avoir adopté ce modèle agroforestier. Et donc ce qui ressort, c'est que ça leur permet d'être en accord avec leurs convictions, avec leurs principes, au niveau donc des pratiques écologiques, du lien qu'ils entretiennent avec la clientèle qui est très important, et donc d'un cadre de vie et de travail qui est plus agréable. Et ensuite, il y a une notion de viser la sécurité. Donc le fait d'avoir des points de vue communs avec la clientèle au niveau des valeurs leur permet de sécuriser les marchés et de renforcer leur réseau. L'agencement spatial de leurs parcelles leur permet un gain de place qui est assez conséquent. Et le fonctionnement écologique de l'agroécosystème permet des résiliences face aux incertitudes climatiques et face aux maladies et aux ravageurs. Et la diversification de la production permet également une résilience face à la fois aux incertitudes du marché et aux incertitudes climatiques et aux maladies. Mais ce qui ressort quand même, c'est qu'il y a seulement 19% des agriculteurs de notre échantillon qui étaient satisfaits de leurs revenus. Mais ce qu'on peut se demander, c'est si c'est lié au choix de l'agroforesterie ou si c'est parce que leurs installations sont récentes, puisque la plupart se sont installés après 2010. Voilà, donc cette analyse, elle a permis de caractériser, même si l'échantillon est assez petit, les profils des fermes agroforestières et de faire le lien entre les représentations, les stratégies et les pratiques de l'agroforesterie maraîchère. Voilà. Alors, comme d'habitude, il faut préciser que le projet SMART dont on parle là est un projet qui est financé par le CASDAR, c'est-à-dire un appel d'offres du ministère de l'Agriculture, mais qu'il est extrêmement complémentaire avec le projet, avec l'appel d'offres de la Fondation de France sur l'agroforesterie et les gens qui sont souvent impliqués dans les deux programmes. Merci François. Je vais demander aux étudiants du master de bien vouloir se déplacer. Ils sont un certain nombre, vous allez voir, c'est impressionnant. Donc ces étudiants du master du parcours agroécologie, société, territoire, ici AgroParisTech. Vous commencez ? Vous commencez ? Oui. Ça marche. Bon, donc oui, c'est dans
Le séminaire d'aujourd'hui a été organisé en lien avec la formation EDT, Environnement, Développement des Territoires et des Sociétés, le parcours de Master 2 Agroécologie, Société et Territoire. Donc le groupe des étudiants qui sont là ont travaillé sur, à partir des données, des projets financés par la Fondation de France. Voilà. Merci. Je vais parler. Vous m'entendez avec ce micro ? Ouais, voilà. Bonjour à tous et à tous. Nous allons poursuivre ce séminaire en vous présentant le travail fondé sur une lecture transversale des projets soutenus par la Fondation de France. On a décidé de conserver un certain nombre de points, de thématiques qui nous paraissaient importants et qu'on va donc vous exposer suivant un certain schéma. Donc d'abord, on va parler des places des valeurs propres à ces projets. Ensuite, des relations et spécificités des micro-fermes urbaines. Puis ensuite des micro-fermes aux agriculteurs citoyennes, qu'est-ce que vivre ensemble sur les territoires. On enchaînera sur les relations ferme, territoire et communauté. Puis on parlera de la validation des connaissances scientifiques et de la coproduction des connaissances. Pour finir sur les fermes expérimentales et les fermes pilotes. Donc pour éviter toute confusion, nous avons choisi un petit nombre de projets pour illustrer chacun de ces thèmes. Donc, la première thématique que nous souhaitons aborder est la place des valeurs au sein des projets soutenus par la Fondation de France. Ces projets englobent non seulement une dimension économique, mais sont aussi structurés par cet ensemble de valeurs. Les aspirations des initiateurs de ces projets se focalisent vers une envie de mieux vivre. Et c'est vraiment le concept qui englobe à la fois des dimensions sociales et environnementales qui sont interdépendantes. Dans ces projets, des attentes individuelles dans la recherche d'un confort de vie s'articulent en fait avec une réflexion sur la place des différents acteurs au sein d'une communauté. Il peut s'agir d'impulser une dynamique participative dans le but de rendre accessible à tous une alimentation de qualité et de repenser l'agriculture qui ne se justifie pas par la seule recherche du profit, tout cela afin de réduire les fractures économiques. Il peut aussi s'agir de créer du lien et de la mixité sociale, de faire exister l'agriculteur plus seulement comme un agent économique, mais aussi et surtout comme un citoyen. L'idée est de réduire ainsi les fractures sociales. Il peut enfin s'agir de diminuer les impacts environnementaux dans le cadre d'une production paysanne s'inspirant de modèles tels que la permaculture, l'agriculture biologique, etc., afin de promouvoir une plus grande vertu écologique. Donc l'association des Saprofit illustre bien notre propos, puisqu'il s'agit de la création d'un réseau d'habitants producteurs qui cherchent à se réapproprier les friches urbaines et ainsi retrouver une autonomie dans leurs choix alimentaires. La dynamique participative qu'ils entendent enclencher, en coordination avec des scientifiques, a pour ambition de développer le pouvoir d'agir de tous les citoyens impliqués, et donc au service de valeurs qu'ils entendent défendre dans une perspective de transition écologique et sociale. On va maintenant aborder la seconde thématique qui évoque les relations et spécificités des micro-fermes urbaines. Merci beaucoup. Bonjour. Comme cela vient d'être mentionné, la micro-ferme est représentative du pouvoir d'agir des citoyens, d'une sorte de forme d'empowerment dont les valeurs s'inscrivent dans cette grande transition que nous appelons de nos voeux. Les micro-fermes urbaines et leurs particularités soulèvent certaines questions centrales au sein de notre société industrielle en quête de sens et y apportent des réponses originales. Ces micro-fermes urbaines s'inscrivent dans des contraintes fortes, même parmi le monde des micro-fermes, qui sont de petits espaces comme des toits, des friches, ou bien une nécessité de lutter contre des pollutions spécifiques. Elles combinent de multiples fonctions qui permettent une très bonne adaptation à de nombreux contextes et sont au final des projets citoyens qui forment une nouvelle vision de la ville, de son rôle et de ses limites. Ainsi donc, ce que l'on pourrait croire de petits espaces nourriciers dans la ville sont plutôt des projets d'envergure citoyenne aux multiples fonctions et créateurs d'un nouvel urbanisme. Ainsi, la ferme urbaine est un ensemble de potentialités. On a la possibilité d'y rassembler un public varié, de transcender certains clivages sociaux
au-delà d'une quelconque logique partisane ou idéologique. Le but final étant une alimentation saine et équilibrée au sein d'un espace qui se veut citoyen. On crée une dynamique horizontale qui prend en considération des besoins communs. Ainsi, des générations différentes et des classes sociales variées se réunissent autour de modes de production et de consommation alternatifs. La ville, qui est, comme chacun sait, un bouillon culturel, s'infuse par les nombreux savoirs et compétences qui s'y concentrent. Ainsi, la personnalité du ou des gestionnaires du lieu sont une des clés de ces projets citoyens et sociaux. Selon leurs différentes sensibilités, ils permettent d'impulser des dynamiques particulières et de donner aux différents projets des cadres de réalisation par leur maîtrise du réseau, dont ils sont bien souvent le cœur. Alors. Donc ces multiples fonctions sont, notamment du point de vue de l'alimentation, des fonctions écologiques. On est bon, ouais, je crois. Comme contrer la pollution du transport ou du gaspillage d'énergie, une reconnexion à l'environnement, au cycle des saisons et des produits locaux, un rempart contre certaines situations de crise, qu'elles soient énergétiques ou alimentaires. Je crois important de rappeler le fait que l'autonomie alimentaire d'une ville comme Paris est de moins de 72 heures. D'autres fonctions, notamment une fonction socio-économique, ont créé de nouveaux métiers, comme par exemple celui d'agriculteur paysan urbain, avec de nouveaux savoirs, de nouvelles compétences. Une classe sociale de producteurs-consommateurs se construit. On prend alors à contre-pied la logique urbaine de désertification des centres-villes au profit de la grande distribution via des systèmes d'entraide et d'échanges mutuels qui sont par exemple les SEL. Et enfin, par un nouveau lien à l'alimentation, se font jour des prises de conscience autour d'une agronomie nouvelle, comme la gestion de la fertilité, avec un recyclage de masse des déchets verts de villes dont on ne sait pas quoi faire, effectivement, mais aussi une conscience des différents problèmes que pose l'urbanité, comme les pollutions des sols, des eaux ou de l'atmosphère. On voit s'affirmer de nouvelles formes de production hors sol. Comment déjà ça s'appelle? Bon, bref. Passons. Voilà. Ensuite, tu peux passer. Alors. Et donc, on a la création d'un nouvel urbanisme. À travers des lieux sociaux à part entière, qui concentrent des caractéristiques de cafés, d'écoles, parfois de bibliothèques, des espaces qui sont tout à fait polymorphes, sur lesquels on peut et on doit compter. Ce sont des espaces avec, étant donné qu'ils sont urbains, qui concentrent énormément d'interrelations complexes. Et ainsi, même s'il est parfois difficile, par rapport aux contraintes de l'urbain, de s'inscrire dans ce territoire, à partir du moment où on a cet ancrage, c'est un peu une floraison magnifique qui peut s'opérer. On introduit donc une esthétique particulière dans la ville, on casse les codes qui sont ceux des urbanismes, des alignements d'arbres, d'une nature toujours maîtrisée, qui est là vue sous un angle complètement différent à travers donc l'agriculture, qui ambitionne d'offrir un paysage différent, plus ouvert, plus sain et plus accessible. Enfin, cette naissance de nouvel urbanisme peut redonner de la vigueur à des quartiers parfois délaissés, retisser des liens, enclencher de nouvelles dynamiques entre des acteurs qui étaient autrefois indépendants, qui ne se parlaient pas et qui se retrouvent autour de ces projets. En conclusion, on peut dire que, à travers les micro-fermes urbaines, on invente la ville durable, saine et écologique, que j'imagine beaucoup d'entre nous rêvent, et ainsi, si possible, rendre une ville plus humaine. Je donne la parole maintenant aux relations entre ces territoires et les communautés. Donc dans cette redéfinition des dynamiques et des relations, nous voulions savoir comment les projets appréhendaient la notion de territoire et la création de liens.
À quel niveau, de quelle manière vont se fédérer les acteurs et qu'est-ce que territorialiser l'agriculture? Donc à travers les différents projets, nous avons identifié la référence à des systèmes de valeurs ou de pratiques que nous appelons donc des ancrages, en référence donc à cette idée de territoire et de comment le définir et s'y inscrire. Nous les avons différenciés, je vais faire une petite liste en les illustrant, pour autant ils peuvent coexister au sein d'un même projet. Ça peut être un ancrage écologique, environnemental, avec le choix de variétés locales, la question de l'échelle et l'ensemble des techniques et des pratiques agricoles. Un ancrage économique via des circuits courts, un ancrage social par les relations induites, la création de réseaux plus ou moins étendus et une interdépendance des acteurs, que ce soit les producteurs, les consommateurs, les associations, le milieu universitaire ou institutionnel et, in fine, la création de communautés. Enfin, un ancrage politique en posant la question de la souveraineté alimentaire, en redéfinissant les échanges économiques ou en réinvestissant l'espace public dans le cadre de l'agriculture urbaine. Donc, nous avons également pris comme exemple le projet Ça Profite qui nous permet de voir comment ces ancrages, en mélangeant les valeurs et les pratiques, négocient la création de liens et de biens communs. Donc Ça Profite est un réseau d'habitants producteurs, on l'a déjà rapidement évoqué, investissant un quartier de Lille. Ce projet donc, se plante dans un contexte urbain, très local, où la ferme participe à la création de la ville. L'enjeu de l'insertion locale est une forte composante du projet, donc c'est une insertion qui est réfléchie à l'échelle du quartier. Cet ancrage, dont l'objectif est aussi le développement local, se fait sous plusieurs formes, avec la mise en place d'une démarche collective avec les habitants comme acteurs principaux, les associations locales et les collectivités territoriales. Il s'agit aussi donc d'investir les espaces publics pour faire de l'agriculture et des échanges non marchands. Le projet comprend aussi un ensemble d'autres volets, comme la création d'un centre de ressources de savoir dans le quartier. Ouais. Et donc en fait, pour conclure juste sur cet aspect-là, territorialiser, créer du lien entraîne une redéfinition des acteurs et des réseaux dans leur ensemble. Le citoyen est souvent considéré comme un acteur clé. Et dans ce contexte-là, comment parler d'agriculture citoyenne? Donc tout d'abord, pour vous expliquer un peu ce qu'on entendait par agriculture citoyenne, on entendait dans les deux sens en fait, à la fois au niveau de la production agricole et des citoyens, comment les normes agricoles peuvent être redéfinies par à la fois les valeurs et les demandes citoyennes, et inversement, comment on peut redéfinir et repenser les liens sociaux à partir de nouvelles formes d'agriculture. Dans ce contexte-là, donc, on se pose la question de quel accompagnement peut-on faire dans le cadre de cette transition citoyenne d'agriculture, et s'interroger sur la position notamment des instances médiatrices. Donc ces instances, ces structures médiatrices, on les entend comme par exemple les organismes de recherche, les associations, les chambres d'agriculture, etc., qui prennent en charge et qui accompagnent cette transition. Et en fait, on s'était dit que dans beaucoup de projets qui avaient été proposés à la Fondation de France, ces instances médiatrices paraissaient à chaque fois très structurantes, encadrant les projets, impulsant les démarches, etc. Et on se demandait si c'était pas en fait une condition nécessaire du fait que la transition agricole mettait en place en fait des savoirs au statut multiple, notamment des savoirs hybrides entre les valeurs citoyennes, les savoirs scientifiques des institutions et ceux des producteurs agricoles. Et on se demandait donc si est-ce que ces structures médiatrices étaient essentielles. Et si en fait on pose la question, est-ce qu'on ne va pas vers une intégration de la fonction des structures médiatrices au sein même des projets citoyens agricoles? Pour illustrer ce dont Jeanne vient de parler, on a choisi de présenter l'écolieu Jeannot, qui a été créé par l'association Sequasa. Pour le premier point d'hybridation des savoirs et des savoir-faire, l'écolieu Jeannot il s'illustre notamment dans la multifonctionnalité du lieu,
qui est à la fois un lieu de production alimentaire avec le micro-maraîchage, un lieu d'expérimentation de techniques agricoles alternatives, mais aussi un lieu de formation et sensibilisation avec des activités pédagogiques et un lieu de médiation artistique et culturelle. Et le deuxième point, c'est l'intégration partielle ou totale de la médiation entre les agriculteurs et la société, qui d'habitude est assumée par des structures qui sont extérieures au projet de micro-ferme. Et là, finalement, on peut illustrer l'intégration par le fait notamment que l'écolieu porte un projet de recherche sur la triple performance du micro-maraîchage dans le but de capitaliser les connaissances et de diffuser le modèle. Et donc finalement, en fait, ces projets hybrides en termes d'acteurs de savoir et de savoir-faire posent également la question de la coproduction des savoirs pour une transition en douceur. Donc effectivement, tous les projets retenus partagent une même volonté de coproduction de connaissances. Elle s'exprime d'abord entre les institutions, telles que les unités de recherche mixtes, les CIVAM, les syndicats ou encore les chambres d'agriculture, par exemple. La convergence des recherches s'appuie sur l'interdisciplinarité scientifique, de sorte que les institutions conversent et collaborent entre elles plus librement. Plus intéressant encore, la liaison entre les chercheurs formels, c'est-à-dire la communauté scientifique, et les chercheurs non formels que sont les citoyens, les agriculteurs et les éleveurs, se renforce progressivement. Cela suppose donc un renouveau méthodologique où les savoirs s'hybrident pour construire des connaissances complexes et collectives. Le projet agroécologie paysanne en zone de montagne va illustrer cette co-réalisation possible des savoirs, parce que l'une de leurs problématiques est donc comment faire émerger des savoir-faire paysans et engager un dialogue entre monde agricole et monde académique. Ils entendent y répondre par une méthodologie fondée sur des échanges continus et approfondis entre les chercheurs formels et les paysans. Et cela va se cristalliser autour de la collecte orale des savoir-faire auprès des paysans et aussi par la mise en place d'ateliers participatifs au nombre de 6 à 8 par an. Le projet prévoit surtout de mesurer l'évolution de cette collaboration entre paysans et chercheurs formels à l'aide de différents indicateurs qui réunissent non seulement les taux de participation des acteurs, mais également les degrés d'appropriation et d'engagement de la démarche par les participants à travers des questionnaires d'évaluation à différentes étapes du projet. Et finalement, c'est cette forme de suivi régulier qui est au fondement de la recherche-action et qui suppose que la totalité des intervenants soit dans une situation d'équité, sinon d'égalité. Alors nous nous sommes intéressés également aux micro-fermes expérimentales et pilotes. Alors 6 projets retenus par la Fondation de France affichent une vocation fortement expérimentale. La ferme pilote de la Durette à Avignon, le projet pilote de l'ADR à Gap, la ferme vitrine de Marsevol à Arboussol, le site vitrine de la Tour du Valat à Arles, la micro-ferme biopermaculturelle de l'écolieu Jeannot à Rion-des-Landes et la ferme expérimentale de l'INRA Mirecourt dans les Vosges. Alors nous définissons une ferme pilote comme un lieu d'expérimentation à l'échelle de l'ensemble de la ferme, capable de produire et de diffuser des alternatives soutenables face au modèle agricole dominant. Les objets expérimentés sont nombreux: culture associée, non-labour des sols, autonomisation avec faible utilisation d'eau et d'intrants, mobilisant les principes de l'agroforesterie, de la permaculture ou encore de l'agroécologie. Toutes ces fermes micro-expérimentales font le pari de l'agroécologie comme facteur de viabilité, ce qui implique l'utilisation de nouveaux indicateurs de performance, basés le plus souvent sur 3 piliers que sont l'écologique, le social et l'économique. Ces expérimentations répondent à un manque de données sur les micro-fermes et s'inscrivent en ce sens dans une logique de ferme de référence. Elles sont donc tournées vers l'extérieur et amènent de nouveaux questionnements, des objectifs de diffusion, d'éducation et de sensibilisation qui imposent un fort ancrage territorial et mobilisent une multiplicité d'acteurs en tout genre. C'est pourquoi on parle de ferme vitrine, cherchant un effet d'entraînement pour le reste de la profession agricole. Alors nous prenons ici comme exemple la ferme du domaine de la Durette près d'Avignon, où la collaboration étroite entre les producteurs et les chercheurs expérimentateurs contribue à la co-construction et la gestion d'un système agricole durable.
et ce, avec l'accompagnement et le suivi de partenaires en compétences diversifiées, techniques, sur le développement, la formation ou encore la recherche. Et donc elle expérimente les principes de l'agroforesterie, comme l'association de cultures annuelles et pérennes, d'arbres fruitiers, maraîchage, avec aussi du petit élevage, et des aménagements pour la biodiversité qui sont combinés dans un agroécosystème complexe pour optimiser les régulations naturelles des ravageurs de maladies, mais aussi les meilleures potentialités de recyclage de l'eau et des éléments nutritifs, d'autonomie et de résilience face au changement climatique, et ceci dans le but de réduire, voire éliminer l'utilisation des intrants. L'objectif économique est ici d'atteindre un potentiel productif pour dégager le revenu de 2 agriculteurs. Et donc, pour conclure, ces fermes démontrent que l'expérimentation s'inscrit dans une démarche de recherche-action participative, une production de connaissances transmises par des chercheurs et praticiens, données à voir dans le but d'être mobilisables sur le terrain. Et de par leur caractère modèle et pédagogique, elles tentent à limiter les verrouillages technologiques dans la transition agroécologique par l'évaluation de la viabilité socio-économique et écologique de leur système agricole. Elles rejoignent en ce sens les expérimentations menées sur la ferme pilote du Bec et Loing, une ferme analysée par Kevin Morel, comme ça a déjà été évoqué. Je vous remercie. Merci à vous pour ces éclairages. Vous avez parlé des savoirs, vous avez parlé des valeurs dont sont porteuses ces micro-fermes. Vous avez beaucoup insisté sur leur environnement aussi. Je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler. C'est les micro-fermes et leur articulation avec leur environnement proche. Donc ça donne en tout cas un aperçu du caractère, je dirais, des dimensions multiples dont sont porteurs ces expériences de supposés hurluberlus dont on parlait tout à l'heure Kevin, et qui font bouger les choses.